Saviez-vous qu'Al Pacino avait demandé à l'équipe de tournage que l'on s'adresse à lui uniquement en espagnol? Que des Cubains ont menacé de mort le producteur? Que Scarface est un remake lui-même adapté d'un roman? Que Brian De Palma n'était pas le premier choix pour tourner le film? C'est ce que nous allons découvrir dès à présent. Générique. Pacino et sa chemise hawaïenne, un cigare au bec, une succession de répliques d'une vulgarité assez comique, je dois dire, le fameux « Dis bonjour à mon petit ami », des coups de feu, de la drogue, sans oublier la musique disco et électro de Giorgio Moroder, les couleurs flashy de la boîte de nuit, avec ses miroirs par dizaines. Scarface de Brian De Palma possède tous les ingrédients du film culte. Considéré à sa sortie en 1983 comme le pire film de l'année par la critique, l'œuvre est aujourd'hui largement réhabilitée. Voici donc l'histoire du tournage de Scarface, ainsi que la naissance du personnage de Tony Montana à travers une séquence que nous allons analyser ensemble. La première chose à savoir est que Scarface n'est pas une œuvre originale, mais le remake d'un film réalisé par Howard Hawks en 1932. Ce qu'il faut savoir sur Howard Hawks, c'est qu'il est un réalisateur réputé de westerns classiques hollywoodiens, parmi lesquels Eldorado, Rio Bravo, La Rivière Rouge, et de comédies musicales avec Marilyn Monroe. Nous pensons bien évidemment aux Hommes préfèrent les blondes. Adaptation du roman d'Armitage Trail, un jeune écrivain mort peu avant ses 30 ans, et inspiré de la vie du gangster Al Capone. La première version met en scène un Italo-américain nommé Tony Carmonte. Celui-ci cherche à vivre le rêve américain au temps de la Prohibition en devenant le garde du corps d'un chef de gang. Une œuvre réputée pour sa violence sèche et brutale, participant à la création de la figure du gangster. Produite par le célèbre aviateur Howard Hughes, dont il y eut un biopic réalisé par Martin Scorsese avec DiCaprio, cette version marque durablement les esprits au point de susciter l'émoi de certaines associations religieuses. Une censure imposée par le code Hays retire la scène finale du film. Dans la dernière séquence, Tony n'est plus abattu par la police, mais jugé et pendu. La version de 1983, signée Brian De Palma, va choisir de raconter l'histoire d'un réfugié cubain ancré dans les aspirations politiques et économiques de son époque. Au début des années 80, la version originale de Scarface attire l'attention du producteur Martin Bregman. Je cite « J'ai fait Scarface parce qu'un soir je regardais l'ancien film de Paul Muni à 3 heures du matin, quand je n'arrivais pas à dormir, ou un soir. Et je me suis rendu compte qu'un tel film, un film comme Scarface, l'ascension et la chute d'un gangster américain, n'avaient pas été faits, ou du moins pas récemment. Martin Bregman engage le scénariste Oliver Stone pour rédiger le script. Stone, en quête d'argent suite à l'échec de son précédent film, The End, choisit de situer son récit dans le domaine du monde de la drogue, et non comme dans l'original, dans celui de la prohibition. Le scénariste voyage en Équateur et en Bolivie et rencontre de véritables trafiquants. Il consomme lui-même de la drogue et se met en situation de danger pour sa vie. Confié au réalisateur Sidney Lumet, auteur entre autres d'Un après-midi de chien, de Serpico et de 12 hommes en colère, la mise en scène de Scarface se heurte aux réserves du cinéaste concernant le scénario. Lumet, pas convaincu, juge le script trop violent et trop excessif. Le producteur Martin Bregman s'adresse alors à Brian De Palma. Brian De Palma, après l'échec cuisant de Blowout avec John Travolta, tente de relancer sa carrière avec un film commercial. D'emblée, il prend une décision opposée à celle de son prédécesseur Sidney Lumet. De Palma déplace le lieu de tournage de Cuba vers Miami. L'action ne se déroulera plus sur le territoire de Castro, mais sur le sol américain. L'idée intéressante qui se heurte à une problématique.
En effet, une partie de la communauté cubaine de Miami menace de mort le producteur. L'équipe de tournage doit se délocaliser à Los Angeles. La raison de cette violente querelle est toute simple. Des Cubains américains accusent le film d'être financé par Fidel Castro pour donner une mauvaise image d'eux. Au début des années 80, Castro ouvre Cuba aux émigrants pour se débarrasser d'une partie de ses criminels. L'acteur Al Pacino tente tant bien que mal de se remettre de l'échec de son précédent film, La Chasse de William Friedkin. Le comédien entend parler du projet en travaillant sur une pièce de théâtre de Bertolt Brecht intitulée Arturo Uli. Un jour, se promenant sur Sunset Boulevard, il entre dans une salle de cinéma projetant le Scarface de 1932. Impressionné par la performance de l'acteur principal Paul Muni, Al Pacino décide en partie de l'imiter. Il perçoit le personnage de Tony Montana comme un individu hors de contrôle dans un monde sous contrôle. Le comédien possède en effet la faculté de passer d'un rôle calme et froid, comme celui de Michael Corleone dans Le Parrain, à celui d'un être excentrique et exubérant comme Tony Montana. Pacino apprend à parler anglais avec l'accent cubain et imite la gestuelle des Cubains. Sur le plateau de tournage, l'acteur demande à ce qu'on lui parle exclusivement en espagnol. Il va même jusqu'à se brûler avec un pistolet et se voit contraint de quitter le tournage pendant une durée de 2 semaines. Autre élément notable au casting, la présence d'une toute jeune inconnue dans le rôle d'Elvira, la compagne de Tony. Elle s'appelle Michelle Pfeiffer et il s'agit de l'un de ses premiers rôles à l'écran. Au moment de sa sortie en salle en 1983, Scarface devient l'objet d'une grosse controverse. Le film doit-il être classé X, c'est-à-dire interdit aux mineurs? Brian De Palma tente de contourner la possible mention en proposant 3 montages différents du film au studio Universal. Malheureusement, ces 3 versions restent classées X. Le réalisateur décide alors de maintenir le montage original et sort le film tel quel. Pour les critiques de la presse, Scarface est une œuvre violente, sans âme et grand guignolesque. Des spectateurs quittent la salle. Le film se voit qualifié de pire œuvre de l'année. Et pourtant, plus de 40 ans après sa sortie, Scarface est devenu un film culte, symptomatique de son époque. De nombreux produits dérivés, t-shirts, mugs, affiches, sont vendus, et Tony Montana est entré dans l'histoire du cinéma. Des rappeurs s'emparent du personnage, tandis que des films et séries s'en inspirent. Dans la séquence que nous allons analyser, Tony Montana est interrogé par des agents américains de l'immigration. Le parti pris de la mise en scène se révèle audacieux. Une caméra qui tourne autour du personnage de Tony, filmé en gros plan. De Palma parvient à générer de la tension par ce plan continu sur un héros devant résister aux questions pièges qu'on lui pose. Au fil de la scène, nous apprenons que Tony dit s'inspirer des acteurs de films de gangsters comme James Cagney et Humphrey Bogart. La prouesse d'Al Pacino tient à son usage de l'accent espagnol, couplé à une attitude inspirée des gangsters de films américains. La caméra révèle progressivement la cicatrice sur la joue gauche du protagoniste. L'image montre ce qu'il veut cacher. Il ment aux officiers sur sa véritable identité en affirmant que sa mère est morte et qu'il n'a pas de famille aux États-Unis. Il prétend avoir fait l'armée et travaillé dans le bâtiment, ce qui n'est guère convaincant. D'ailleurs, la balafre montrée par l'agent ment moins bien que lui. Tony répond par l'humour. Ensuite vient la marque sur la main, signifiant l'appartenance au milieu du crime. Le vrai Tony Montana, poussé à bout, s'exprime. Un anticommuniste notoire s'affirme et révèle une réelle volonté d'intégrer un système ultra-capitaliste excessif.
Le nom de Castro est prononcé comme l'incarnation du diable. En réalité, ce qui ne plaît pas aux officiers, ce ne sont pas tant les mensonges de Tony que la révélation d'un modèle capitaliste américain créant des monstres assoiffés d'argent et de pouvoir. En conclusion, Tony, c'est le visage que l'Amérique ne veut pas voir, car au fond, il lui ressemble trop. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.